Bon, je crois que c'est bon, je crois qu'on peut y aller. Hem, bon, merci à tous, d'être venus. Bienvenue à cet atelier organisé par, Youth Mappers, quand les satellites guident les éleveurs au Sahel. C'est une explication du projet STAMP. Moi, je suis, Alex Orenstein. Je suis un spécialiste SIG avec le projet STAMP et aujourd'hui, on va parler d'un programme, système information géographique au service, des pasteurs et des éleveurs au Nord Mali. Et aussi une grande merci à l'équipe Youth Mappers d'avoir organisé cet atelier. Et peut-être avant d'y aller, peut-être je passe le micro à Ibrahima et Guy qui pourraient peut-être mieux expliquer, le protocole et comment nous allons procéder. Donc, Ibrahim et Guy, si vous voulez. D'accord. Bonsoir à tous. Je suis Guy Paco Madengra, président du chapitre Youth Mappers Curat de l'Université de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, je serai avec tout le monde ce soir pour participer au webinaire, mais aussi pour pouvoir appuyer, en fait, lorsque les questions viendront dans le processus de ce webinaire. Une fois que la présentation d'Alex sera terminée, vous pourrez poser vos questions et nous, on serait chargé en fait de les retransmettre et de les relire en fait de façon plus auditive pour tout le monde. Et Alex se chargera de répondre en fait à ces questions-là. Donc, tout le monde restera muté durant tout le processus. Si vous avez des questions, vous aurez qu'à les écrire dans le chat et on les reprendra ensuite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, on y va. Donc, pour commencer, quel est le contexte dans lequel on parle? On parle de le projet STAMP qui intervient dans le contexte du pastoralisme au Sahel. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même page, quand on parle du Sahel, on parle de la partie nord de l'Afrique occidentale, c'est-à-dire cette bande entre le Sénégal et le Tchad. C'est une zone très grande, très vaste et demi-aride. Et on parle du pastoralisme dans cette zone-là. Le pastoralisme, pour nous, c'est une sorte d'élevage mobile. C'est tout type d'élevage, mais là, particulièrement, ce projet s'intéresse à l'élevage mobile, c'est-à-dire l'élevage transhumant. Les éleveurs transhumants sont obligés de chercher le pâturage d'une saison à l'autre, chercher le pâturage et l'eau. Donc, ils sont obligés de bouger leurs animaux pour une grosse période de l'année. Pendant plusieurs mois, ils passent en mouvement avec leurs animaux. Donc ici, vous voyez, c'est une famille au nord Sénégal qui est en train de remplir en pneus plein de l'eau pour ramener à leurs bêtes, parce que le charge de l'eau est très importante pour des éleveurs. Donc dans le pastoralisme au Sahel, la recherche de pâturage et l'eau est primordiale. Et de savoir où trouver ces ressources naturelles est critique pour la survie des troupeaux et aussi les familles. Comme vous pouvez imaginer, une zone comme le Sahel devient plus en plus fragilisée écologiquement. Donc, c'est-à-dire aussi que pour les pasteurs qui sont dépendants sur ces ressources naturelles pour nourrir leurs bêtes, la situation devient plus en plus fragile. Vous voyez à la droite, il y a une graphique qui montre les anomalies de pluviométrie entre 1950 et 2011. Et vous voyez que la situation devient plus en plus volatile. On a des baisses suivies immédiatement par des années excédents. Donc on peut avoir des inondations qui sont suivies par des sécheresses. C'est une situation extrêmement difficile pour les pasteurs parce que c'est extrêmement difficile de prévoir la disponibilité des eaux et pâturages. Donc, juste pour peut-être mieux illustrer cette précarité. Ici, vous voyez une image
Euh, c'est une mare qui se trouve au centre Mali, dans la région du Mopti. À la droite, vous voyez ce mare en septembre, à la fin de la saison des pluies. Pardon, à la gauche, excusez-moi. Et à la droite, c'est la même mare, la même zone, mais en juin. Donc, vous voyez qu'une zone verdante avec une mare est transformée d'une manière très rapidement en 6 mois dans une zone aride, ou demi-aride, pardon. Donc, d'une saison à l'autre, le paysage peut changer rapidement. Donc, pour des pasteurs pour des éleveurs qui sont dépendants sur les ressources fournies par ces zones-là, de savoir la disponibilité des pâturages et eau, c'est extrêmement important. Et ici, vous voyez une image d'une mare qui se trouve au nord Sénégal, dans la région du Matam. Donc, vous voyez une explosion de l'eau dans la saison de pluie. Donc, en juillet, quand les pluies arrivent, il y a énormément d'eau. Mais dès que l'arrivée du mars, avec le début des saisons sèches, le mar commence à disparaître. Et dès qu'on arrive en mai ou juin, il n'y a rien qui reste. Donc tout ça pour dire que même pendant une année normale, la situation des pasteurs et leur accès aux ressources naturelles est fragile et très précaire. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir accès aux informations concernant la disponibilité d'eau et de pâturage. Et quand on parle des mouvements des pasteurs, on parle des mouvements qui peuvent être très grands. Donc ici, vous voyez une carte du Mali avec des flèches qui indiquent ce qu'on appelle les axes de transhumance. Une axe de transhumance, c'est un petit peu comme une autoroute pour les vaches. C'est les mouvements fréquentés par des éleveurs. Donc ici, on voit des grands mouvements, des axes énormes qui peuvent mesurer des centaines de kilomètres. Donc ça veut dire que pendant une année, entre une saison et l'autre, des troupeaux peuvent bouger plusieurs centaines de kilomètres dans l'année. Et ces mouvements sont toujours dirigés vers la recherche des ressources naturelles, des eaux et des pâturages. Et donc, c'est dans ce logique-là où nous y sommes et que le projet STAMP est né. STAMP, c'est une acronyme en anglais, Sustainable Technology Adaptation for Malian Pastoralists. Ça veut dire l'adaptation de technologies durables pour les bergers maliens. Au Mali, le projet est connu par le nom de son service qui s'appelle Garbal. Garbal, c'est une centre d'appel. Et en fait, c'est un centre d'appel géré par Orange Mali où les éleveurs peuvent appeler pour demander des questions sur les conditions de pâturage, sur les disponibilités d'eau. S'ils veulent bouger leurs animaux quelque part, s'ils veulent faire un mouvement, ils peuvent appeler le centre d'abord. Le centre, et il parle avec un agent du centre d'appel qui a accès aux images satellitaires, qui pourrait l'expliquer si dans cette zone-là, il y a une bonne situation de pâturage ou non. Et ça aide le pasteur à choisir où amener ses bêtes. Le projet est géré par une consortium de plusieurs partenaires. Il y a SND qui a le coordination, Orange Mali, le téléopérateur qui gère le centre d'appel, Tassar, une ONG qui s'occupe du pastoralisme au Nord Mali, qui fait énormément de travail sur les informations du terrain qui sont nécessaires pour ce projet. Hofsloot Spatial Solutions, qui fait beaucoup de travail concernant les images satellitaires, et aussi le gouvernement de Mali est en partenaire. Et à la gauche, vous voyez la carte qui indique où le projet est présent. Donc, c'est-à-dire les zones en bleu, Mopti, Tombouctou, Kidal et Gao. Toutes les régions du nord et centre du Mali. C'est-à-dire que les pasteurs
quand il veut y aller quelque part, ils auront accès aux informations sur la plupart de ces zones-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, imaginez que vous êtes un pasteur et vous voulez bouger vos bêtes quelque part. Donc là, tu vois, il y a le pasteur, et il y a son dromadaire qui demande où va-t-on? Les bêtes, ils ont faim et ils ont besoin de choisir ils ont besoin de choisir un endroit pour y aller. Donc, il lance un appel au centre d'appel. Il sait qu'il veut amener ses bêtes à Tessit. C'est un village au nord Mali. Donc il le demande, quelles sont les conditions de pâturage à Tessit? Est-ce qu'il y aura assez de pâturage pour mes animaux dans cette zone-là? Donc, l'agent du centre, il regarde des images satellitaires qui lui donnent des informations sur la disponibilité de végétation, sur la disponibilité d'eau. Il regarde aussi des informations de terrain concernant le prix des marchés, la qualité de pâturage, la concentration de bétail. Et il lui sort une carte. Donc cette carte-là, c'est une carte qui montre la production de pâturage dans l'année. Les zones vertes ont un excédent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pâturage qui sont disponibles dans cette zone-là. Les zones rouges sont en déficit. Donc il regarde la zone de Tessit, encadrée là, et il voit une grosse tache rouge. Donc pas de très bonnes nouvelles pour les éleveurs. Donc il dit que la situation, c'est pas terrible. Et ça, c'est la logique de ce programme, de ce projet-là. L'idée est de faire un système où les informations peuvent être rapidement transmises aux éleveurs. Donc, les informations qui sont transmises aux éleveurs consistent de 4 catégories en général. Les informations sur le pâturage, sur les eaux, sur les prix des marchés, donc c'est-à-dire les prix des animaux, les prix des céréales et les concentrations de bétail, s'il y a beaucoup des animaux dans la zone ou pas. Les deux premières catégories des informations, les pâturages et les eaux, sont collectées parmi des images satellitaires. Pour ceux qui sont curieux, c'est assez facile de voir les conditions de végétation par satellite. Vous voyez en bas, il y a une graphique qui montre 3 feuilles différentes. Une feuille morte, une feuille en situation de stress et une feuille qu'on pourrait dire bonne santé. Normalement, des feuilles des plantes qui sont en meilleure santé, la végétation en meilleure santé, sont beaucoup plus vertes. Et donc, ils ont une signature spectrale très différente qu'une feuille morte ou une feuille en mauvaise santé. Vous voyez, il y a 4 bandes. Vous voyez la différence des 4 bandes qui sont reflets par la feuille. Les bandes rouges, vert, bleu et proche infrarouge. Donc, tout ça pour dire que les satellites peuvent capter ces informations et ils peuvent voir cette réflexion. Et c'est avec ces informations-là qu'on peut dire s'il y a beaucoup de végétation, pas assez de végétation. Et avec celle-là, on peut essayer d'estimer les conditions de pâturage, s'il y aura assez d'herbe pour les bêtes de se nourrir dans cette zone-là. Donc, par satellite, on arrive à avoir ces informations chaque 10 jours à peu près. En bas, on a sur les deux informations, les prix et les concentrations de bétail. Ce sont des informations qui sont collectées par l'ONG TASAC. Régulièrement, des agents, ils vont et ils regardent dans les marchés, par exemple, et il se fait un enregistrement des prix. Et aussi, ils regardent la concentration de bétail, s'il y a beaucoup de bêtes dans une zone ou pas. Parce que aussi, pour un éleveur qui essaye de trouver un lieu pour amener ses bêtes, il ne veut pas nécessairement amener ses bêtes dans une zone qui est déjà blindée des animaux. Donc, ok, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Je trouve que c'est largement assez avec les diapos. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est de vous montrer le système. Le site est stampmap.org
Et je vais envoyer ça à la groupe par chat ici. Ok, je ne suis pas exactement sûr comment faire ça. C'est pas grave, on peut le partager. Ok, merci. Si vous pouvez le partager, ça serait génial. Et puis, excusez-moi, je suis pas excellent, je suis pas génial avec le Zoom, excusez-moi. Donc, ce site stamp-map.org. Donc, quand un éleveur appelle le centre d'appel, c'est un agent employé par Orange qui décroche. Et l'agent, il a accès à ce site-là. Le site, c'est open, donc vous pouvez aussi y accéder. Il n'y a pas de limite, il y a pas de, c'est open à tout le monde. Donc, imagine que vous êtes un éleveur et vous voulez aller, par exemple, à Forgo. C'est une zone à côté du fleuve. Donc, soit vous pouvez zoomer sur Forgo, ou l'agent, il tape Forgo. Et donc, vous êtes un éleveur et vous voulez savoir s'il y a des pâturages dans cette zone-là, ou à quel prix vous pouvez vendre vos vaches. Donc, ce qui se passe, c'est que sur la carte, il y a une analyse qui est faite automatiquement. Et l'analyse, en fait, regarde les images satellitaires et regroupe ces informations sous forme de texte. Donc, par exemple, selon nos informations, le point d'eau, c'est-à-dire le mar le plus proche se trouve au nord de ce site à 2,4 km. Ils disent que la situation de biomasse cette année, c'est-à-dire le niveau de production des pâturages, c'est très bon comparé à l'année dernière. La qualité de pâturage est mauvaise, mais le niveau de concentration sur ce site est mauvaise. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trop des bêtes. Donc, et aussi, il y a les prix. Donc, pour chaque espèce, on a jeune mâle, mâle adulte, jeune femelle adulte. Donc, par exemple, une vache adulte se vend à 225 000 CFA. C'est à peu près juste en dessous de 400 € ou 400 $ à peu près. Donc, et aussi ici, on a le tendance de végétation. Donc, c'est-à-dire le niveau de production de végétation enregistré par satellite pour toute l'année. Donc, l'avantage de ce système, c'est que ça regroupe tout ce qui est nécessaire pour les éleveurs sous une forme de texte. Et les éleveurs qui ont besoin de choisir un lieu pour amener leurs bêtes, ils ont accès à ces informations rapidement. Pour aussi pour les agents, quand ils sont obligés de faire des autres analyses, ils peuvent aussi faire des analyses cartographiques utilisant les images satellitaires. Donc, ici, si je charge la légende, vous voyez les pixels là, c'est la végétation qui était enregistrée par le satellite. Donc, on voit par exemple très faible jusqu'à très bon. On voit que pour la plupart, en juin, il n'y a pas grand-chose qui reste. Tu vois, c'est vide, qui est normal. En juin, c'est la saison sèche. Mais par contre, on voit des pixels où il reste encore de végétation. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des zones où les animaux peuvent se pâturer. Ce n'est pas très surprenant que la plupart des pixels où on enregistre des végétations, c'est encore dans des zones très proches à la fleuve. Et c'est pour cette raison-là que pendant la saison sèche, pendant la saison sec, au Nord Mali, le fleuve est la plus grosse zone de concentration de bétail. Aussi, un avantage de ce système, c'est que
ça nous permet de faire une analyse des tendances aussi. Par exemple, ici, tendance actuelle des prix des animaux. Quand je clique, ça me donne une graphique avec les 3 dernières années. Donc, je vois ici 225 000 CFA, mais que je compare à l'année précédente et celle d'avant, je vois que c'est une hausse de prix assez grande. Donc, une situation potentiellement favorable pour un éleveur qui veut vendre ses vaches, mais pas très favorable pour quelqu'un qui essaie de les acheter. C'est aussi possible dans cette interface de changer le quart de fond. Par exemple, ici, on a la couverture végétale. Ça, c'est la disponibilité de végétation actuelle. Mais ici aussi, on pourrait voir le niveau de production de biomasse pendant la saison de pluie. Donc, c'est-à-dire combien des kilogrammes de végétation ont été produits pendant la dernière saison de pluie, comparé à la moyenne. Donc, les zones vertes, ça veut dire que excédent. C'est-à-dire que pendant la saison de pluie, on a eu beaucoup de pâturage, beaucoup de végétation produite. Les zones rouges, c'est-à-dire en déficit. Donc, normalement, des zones à éviter pour des éleveurs. Ce que je trouve qui est les 2 gros avantages de ce système, c'est d'abord que c'est ouverte, disponible à tout le monde, mais aussi beaucoup plus que la technologie, c'est le fait que ça arrive à transmettre des informations captées par satellite direct aux éleveurs sans avoir besoin d'une connexion d'Internet. Si vous connaissez le Nord Mali, vous savez bien que l'Internet n'est pas toujours disponible. Donc, pour un éleveur qui a besoin de savoir les conditions de pâturage dans des zones lointaines, ça pourrait être difficile. Mais ce système a besoin qu'un appel simple. C'est le fait que l'analyse est faite au niveau de centre d'appel, ça permet des éleveurs d'accéder à ces informations. Et oui, donc ça c'est à peu près ce que j'ai voulu présenter avec ce système. Je pense qu'on pourrait ouvrir aux questions. Comme j'ai dit, le site se trouve à stamp-6map.org. Si vous avez aussi des questions pour moi, je suis disponible sur Twitter, oren-8sa, orensa, et aussi il y a mon site web ici en bas, orensteingis.com. Mais on pourrait ouvrir la question. Je pense que 20 minutes, ça fait largement suffisant de temps que je parle. Sinon, je n'ai pas trop envie de vous ennuyer. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est que j'avais l'idée au début de cet atelier, j'avais l'idée de peut-être faire des démonstrations sur des autres systèmes d'information, comment vous pouvez vous-même construire des analyses utilisant des images satellitaires. Mais je me suis dit que ça risquait de peut-être trop compliqué la présentation. Donc, pour cette fois-ci, je vais vous le garder simple. Mais par contre, si vous avez des questions sur comment construire des images satellitaires, comment construire des systèmes comme celle-là ou trouver des images satellitaires, on pourrait aussi discuter ça. Je suis très ouverte et encore, je vous remercie pour votre aimable attention et oui, vos questions sont les bienvenues. Merci. Alors, on remercie Guy pour sa présentation. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Maintenant,
Si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main à droite sur le chat pour ceux qui utilisent les ordinateurs. Donc, vous demandez juste la parole et puis l'administrateur va vous donner la parole. Guy, c'était intéressant. Merci encore. Je vois qu'il y en a qui écrivent en commentaire. Donc, nous allons également suivre le chat pour voir s'il y a des questions. Nous allons les poser et puis Guy va essayer d'éclaircir. Maintenant, Guy, moi, c'est la dernière, ce que tu avais comme idée et que tu n'as pas eu le temps de développer. C'est sur ça que j'aimerais peut-être, si tu as un peu d'éclaircissement, parce que le système a l'air très intéressant comme présentation d'abord. Et je pense que ce serait bien que peut-être certains gens ou bien des techniciens savent aussi comment exploiter ce genre de données dans leur pays respectifs, comme par exemple le Sénégal ou bien le Burkina. S'il y a toutefois qui sont intéressés, comment ils vont faire peut-être pour avoir ce genre de système-là ou bien avoir des pistes qui vont les aider à installer le système sans problème. Alors, Guy, merci. Très bien. Donc, pour ceux qui s'intéressent de faire une sorte de système avec le... Oh, attends, il y a juste quelqu'un qui dit que le lien vers sur la page principale ne fonctionne pas. Je vais peut-être, si ça ne marche pas, je vais renvoyer le lien ici. Je pense que, ouais. Donc, pour ceux qui s'intéressent à faire eux-mêmes un système comme celle-là, je pense qu'à la base, l'information, ce qui est le plus important, c'est de savoir quels sont les indicateurs dont vous voulez suivre. Si par exemple vous voulez faire un suivi des végétations, si vous voulez faire un suivi des eaux, et comment vous pouvez le faire. Donc, à la base, ce qui est l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de payer pour des applications chères. Pour cela, tout ça pourrait être fait avec des outils open source. Par exemple, les prototypes de ce système-là, les premiers prototypes ont été construits en QGIS. J'imagine que beaucoup parmi vous connaissent déjà ce logiciel QGIS. Et les données derrière ont été prises par le service Copernicus. Copernicus est le service de l'Agence spatiale européenne sur l'observation de la Terre. Et l'avantage, c'est que toutes les données issues de Copernicus sont gratuites. Donc, vous pouvez télécharger les images de Copernicus et vous pouvez faire un traitement vous-même des images pour sortir les informations qui vous intéressent. Et dès que vous arrivez à automatiser cette analyse, celle-là vous permet de faire un suivi régulier. Il y a aussi une autre application qui s'appelle Google Earth Engine, qui a besoin il a besoin d'un peu de codage, mais c'est une manière très facile et très intuitive de faire des analyses des images satellitaires sans avoir besoin de les télécharger. Donc oui, je conseille d'abord QGIS, de regarder aussi les images disponibles par Copernicus, et aussi de regarder si vous connaissez un petit peu le JavaScript ou le Python, d'essayer avec Google Earth Engine. Mais si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le codage, je conseille, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec QGIS déjà.
Je vois beaucoup des mains levées, mais je suis pas exactement sûr comment le… Euh, oui, Alex. Oui. Donc, la première question, en fait, qu'on avait sur, je pense, c'est une question de Joseph Benita qui demandait que le lien, en fait, vers la présentation, les flèches du projet, qui est effectivement un lien PDF, en fait, ne fonctionnait pas, puisque lorsqu'on lance la page d'accueil, on a la demande pour avoir, c'est écrit Download the Stamp Project Leaflet. English version. Donc, c'est ce lien-là, en fait, qu'il dit qu'il ne fonctionne pas. Mais je pense qu'avec les explications que tu viens de donner concernant les différents, peut-être tu veux plus d'infos concernant les codes et tout, et comment est-ce que ça a fonctionné, est-ce que c'est transposable, le même projet identique sur peut-être une autre zone, ou bien est-ce qu'on peut utiliser en fait la façon dont l'architecture du projet a été faite pour d'autres projets à peu près. Donc, c'est un peu ça, je pense, la question de Joseph. Effectivement, donc la logique, l'architecture de ce système est transposable. Mais aussi, c'est assez facile de construire un système similaire à celle-là pour vos besoins. Donc, par exemple, ce système couvre, quand je parle de l'infrastructure, je parle du niveau de l'interface. Je ne parle pas de le centre d'appel ou tout ce qui est derrière ça. C'est juste de manière informatique. C'est assez simple à reconstruire. Comme j'ai dit, tous les ingrédients sont gratuits et open source. Donc, vous avez l'option d'utiliser les données sont open source. Les logiciels qui traitent les données sont aussi open source. C'est juste une manière de trouver une hôte sur l'Internet, sur un serveur ou un espace quelque part pour mettre l'application. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés à faire un système similaire, oui, c'est possible à faire avec des outils open source. Donc, dans le chat, on voit deux mains levées, celui de Lenovo, je ne sais pas qui c'est exactement, mais ta main est levée et si tu peux poser ta question, ça serait bien. Oui. Et Lamine aussi, tu as la main levée, donc si ta question, tu peux la poser ou c'était juste une erreur. En fait, si c'est bon, voilà. Merci beaucoup, Alex. Et merci, Guy et Ibrahima, pour cette initiative. Vraiment, nous, on est heureux de pouvoir partager, en fait, cette expérience de Alex. Et moi, en fait, je voulais juste demander à Alex, un tel projet, combien ça coûterait en termes de temps de travail? Et aussi pour l'hébergement, en fait, qu'est-ce que ça va coûter si aujourd'hui on voudrait faire un projet similaire au Sénégal ou bien voilà, dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'on a vu que c'est le Mali, mais quand on parle du Sahel, ça part du Sénégal jusqu'au Tchad. Donc il y a pas mal de pays qui sont confrontés par cette problématique-là et je pense que un outil comme ça est vraiment à aider les éleveurs, mais aussi les décideurs publics. Donc, merci beaucoup et voilà, j'attends des réponses par rapport à ça. Merci beaucoup, Lamine. Merci. Bon, en termes de… Donc, le projet lui-même vise de faire une expansion. Et le projet
Donc, on a commencé la conception du projet en 2014. Et le projet était lancé de manière était lancé en 2018. Donc, les éleveurs, ils ont commencé de faire des appels au centre d'appel en 2018. Donc, le parti qui était le parti difficile, ce n'était pas le parti technologique, ça a été plutôt le centre d'appel, toute ça, la conception, parce que on a fait beaucoup de travail de conception de système où le conception a été mis, les éleveurs ont été mis au centre du processus de conception. Donc, ça a été conçu avec les éleveurs, ça a été conçu avec beaucoup de consultations avec les éleveurs et cela a pris beaucoup de temps. Le centre d'appel aussi a pris beaucoup de temps. Donc, le projet lui-même et aussi l'interface lui-même a pris du temps, mais le parti qui était vraiment difficile et qui a pris du temps, c'était celle-là. C'était comment transmettre les informations aux éleveurs. C'était celle-là qui a pris le temps. Donc, c'est pour ça que ça a pris plusieurs années à le faire. Par contre, si quelqu'un veut répliquer le système, je ne conseille pas d'essayer de répliquer tout le système, inclus le centre d'appel, tout ça, parce que c'est honnêtement très laborieux faire partie ça. Mais si vous voulez utiliser l'idée de faire une suivi écologique de ces zones-là de manière interactive, celle-là est possible. Comme tous les outils sont open source, c'est possible à construire le système sans avoir payé pour les applications. Et pour l'hébergement, ça, je ne suis pas sûr, mais je ne crois pas. Je crois que c'est possible de faire une version très légère. Si par exemple, vous avez juste quelques indicateurs que vous voulez suivre, par exemple, la végétation ou les pluies ou quelque chose, ça sera possible de construire un tel système sans avoir besoin de trop payer pour une serveur virtuelle. Mais ça, c'est le truc, c'est qu'il faut avoir un espace quelque part avec une serveur virtuelle. Et mais honnêtement, je ne crois pas que ça devrait être prohibitif. Merci Alex pour l'éclaircissement. Maintenant, je pense qu'il y a Ndiaye qui demande si vous avez à peu près combien de pasteurs ont eu recours à ce système-là. Est-ce que vous avez à peu près une idée des chiffres? Donc, c'est une bonne. Donc, en termes des nombres des pasteurs, le centre a eu plusieurs. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que c'est plusieurs milliers des appels depuis 2018. Donc, il y a quelques milliers des appels. Et je sais qu'il y a aussi c'est possible aussi d'accéder par SMS. Donc, par USSD. Donc, les requêtes USSD qui étaient lancées, je crois qu'il y avait 80 000 requêtes USSD, quelque chose comme ça. Je ne suis pas exactement sûr, mais je sais qu'il y a quelques milliers des éleveurs qui ont appelé le centre déjà. Ok, super. En tout cas, il y a une autre question de Franck Akouete qui pose la question concernant la différente classification qui a été faite à ce niveau-là, parce qu'il demandait est-ce que au niveau de la végétation que l'on représente, est-ce qu'il y a une différence qui est faite entre tout ce qu'il y a comme parcelles agroforestières ou tout ce qu'il y a comme champs ou jachères ou petites plantations des populations locales, avec la végétation naturelle et les pâturages naturels que l'on peut trouver. Parce que ça pourrait peut-être prêter à confusion et dans ce cas-là, provoquer des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc, est-ce que le système, en réalité, tout ce qui monte de vert est vraiment du pâturage ou il y a dans ces zones-là des parcelles de champs ou des zones agricoles? Franck, c'est une excellente question. Là, je vois bien la question d'un expert. Là, très bonne question. Très bonne question.
Effectivement, et donc je suis très content que vous avez demandé ces questions parce que c'est ça le prochain étape du projet, c'est que nous sommes en train de faire une nouvelle couche qui aussi inclut l'occupation des sols. Et donc une couche qui va montrer aussi les zones où il y a des champs. C'est un processus très laborieux parce que de distinguer les champs, Franck, j'imagine que Franck, vous savez bien, de distinguer les champs, ça peut être difficile. Vu de l'espace, c'est un processus assez compliqué de distinguer les champs et la végétation naturelle, ou par exemple la végétation aquatique et les champs contre saison qui se trouvent à côté des fleuves. Donc, pour le moment, oui, c'est exactement ça qui est en train d'être développé. Pour le moment, on n'a pas eu trop de problèmes avec les confusions parce que dans les zones où on travaille, donc si je dézoome là, pour le Nord Mali, ici, par exemple, pour la plupart, les zones cultivées se trouvent, par exemple, vraiment à 1 kilomètre du fleuve et quelques zones ici, dans le sud du région du Gao. Donc, pour la plupart, ici, dans cette zone-là, on n'a pas vraiment ce problème où, où le paysage est trop blindé des champs, où il y a, par exemple, où il y a une compétition pour l'espace entre les champs et les pâturages. L'espace est assez grand et pour la plupart, quand on s'éloigne du fleuve, il n'y en a pas énormément des champs. Il y en a très peu, très peu dans ces zones-là. Donc pour le moment, ce n'est pas un problème. Mais quand même, vu que le programme va s'éloigner et aussi inclure des zones ici, à Mopti, à Tombouctou, on prévoit de faire une autre couche qui va montrer la différence, qui va montrer les zones qui sont des champs. Comme ça, éviter la confusion. Donc, encore merci Franck pour cette excellente question. Oui, vraiment. Merci Franck pour cette question. Moi, j'en ai une. Lorsque tu as montré au départ disons la carte en fait des différents axes de transhumance, on voit bien qu'il y a certaines zones à l'ouest du Mali où on a des axes de transhumance qui descendent vers les frontières ivoiriennes, vers les frontières guinéennes et tout. Est-ce que le projet à la longue pourra inclure en fait cette interface avec ces différents pays? Parce que là-bas aussi, il faut que la population sache où est-ce qu'elles peuvent envoyer leurs bêtes. Parce que moi, je suis dans la zone de la Côte d'Ivoire, un peu plus dans la moitié nord en ce moment, là où je suis. On voit des fois des transhumants qui arrivent et exactement le même conflit dont parlait Franck en fait arrive. Donc, est-ce que dans la prochaine étape du projet, vous comptez voir cette interface entre ces différents pays en fait qui recouvrent cette zone malienne? C'est une bonne question. Je ne suis pas exactement sûr quelle est la prochaine étape d'expansion parce que c'est plutôt une question stratégique et moi je suis vraiment plus ou moins figé sur les questions techniques du système. Donc je crois que c'est certainement une possibilité. Mais je ne suis pas certain sur quelles seront les prochaines zones. Je sais aussi qu'il y a il prévoit aussi de faire une expansion de ce système hors le Mali aussi. Mais malheureusement, je ne suis pas exactement sûr quelles seront les prochaines zones. D'accord. Il y a Cheikh Samb et Luc Sibila Kafondo qui ont peut-être des questions parce que vous avez la main levée. Donc, vous pouvez poser vos questions. Bonjour Alex. Bonjour cher. Comment tu vas? Donc, c'est Cheikh Samb, un de tes élèves et je suis fier de le dire. Merci aussi pour cette présentation. Juste pour rappeler aux autres, j'ai eu à collaborer avec Alex une à 2 années et
j'ai eu des informations aussi sur le projet. Donc, le projet là où je l'avais laissé en 2018, et là où vous l'avez amené, franchement, chapeau. Et juste pour dire que j'apprécie toujours sa manière de vouloir partager l'expérience. Malheureusement, je n'ai pas de questions, mais juste te remercier et te dire de continuer ce genre de webinaire. Ça pourrait aider, ça pourrait donner aussi l'appétit aux nouveaux aux nouveaux cartographes de bien aimer et de voir aussi au-delà des cartes qu'on fait sur QGIS, il y a d'autres choses qu'on pourrait explorer. Donc, franchement, merci Alex. Samaharit, Namanala. Merci, merci. C'est très sympa. Merci, cher. Oui, Luc, vas-y, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé vraiment ce webinaire. Et moi, c'est juste une question, c'est une réflexion. Et maintenant, comme il s'agit des éleveurs, je ne sais pas si pour un point donné, on trouve que, en tout cas, la biomasse est importante. Et que par hasard, s'il n'y a pas de régulation, est-ce qu'il n'y a pas vraiment le risque que peut-être un grand nombre de troupeaux ou d'éleveurs se retrouvent dans la même zone? Et comme les techniciens parlent de charges au niveau des choses, des pâturages, font départ très largement la charge et ça va créer d'autres problèmes. C'est juste cette question. Sinon, vraiment, c'est une application qui est vraiment très bonne et que je souhaite vraiment que ça aille de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Oh, c'est une autre excellente question. Ah, je suis content. On a plein de bonnes questions pendant cet atelier. C'est génial. Donc oui, effectivement, c'est une très bonne observation. Si le pasteur veut arriver dans une zone et on voit que, par exemple, la situation de biomasse est, par exemple, moyenne ou bon, mais par exemple, il y a une énorme concentration de troupeaux, ça ne va pas lui intéresser trop et ça aussi peut causer des problèmes. On ne veut pas qu'une zone soit trop blindée des animaux. C'est pour ça que, par exemple, le niveau de concentration de bétail est pris en compte dans ce système. Malheureusement, ce sont des informations qui ne sont pas possibles à collecter par satellite. On n'a pas encore la technologie où on peut compter les vaches par satellite. Oui. Donc, il faut envoyer des gens sur terrain. Donc, c'est beaucoup plus long de collecter ces informations. Mais c'est extrêmement important aussi de voir si, le niveau de concentration de bétail. Okay, merci. Ne soyez pas timide, posez d'autres questions. Il suffit qu'il y ait de belles questions intéressantes. Donc, et salut Gaussou, je vois bien que c'est mon collègue Gaussou, il a envoyé des informations concernant l'utilisation de système. Donc, la première phase du projet a reçu 1300 appels et plus de 84 000 demandes USSD par presque 56 000 utilisateurs. On a une question de Andrea qui demande en fait en combien de temps on pourrait avoir des résultats dans une zone subsaharienne comme celle de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou du Togo, sachant qu'elle est moins sèche que celle du Sahel. Salut. Bon, merci beaucoup, Daniel, pour cette très bonne question. Et c'est une très bonne observation aussi qu'il y aura une différence dans le type d'analyse qu'on va faire dans une zone subsaharienne que la zone où nous sommes maintenant. Et effectivement, c'est beaucoup plus difficile à faire une analyse de disponibilité de pâturage dans une zone, dans les pays côtiers que dans le Sahel.
Et effectivement, aussi, ce qu'on peut observer, c'est que le système comme il est fait maintenant aura des difficultés dans une zone plus équatoriale ou dans une zone dans les pays côtiers. Par exemple, ici, on voit les pixels de végétation. Donc, dans la zone du Sahel, souvent, on se trouve dans une situation que soit il y a de végétation, soit il n'y en a pas. Ça leur rend beaucoup plus facile de faire un suivi. Mais par contre, dans les pays côtiers, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y en a beaucoup plus de végétation. Donc, c'est très important de faire une différenciation qui est beaucoup plus difficile. Et souvent, dans les pays côtiers, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire, ce n'est pas toujours une question de manque de pâturage. Les problématiques en face de pastoralisme dans ces pays-là, ce n'est pas qu'il n'y en a pas nécessairement de pâturage, mais c'est beaucoup plus sur l'utilisation. C'est par exemple, OK, est-ce que dans cette zone-là de pâturage, est-ce que c'est plutôt des champs ou pas? Et c'est plutôt une question d'utilisation. Utilisation et occupation des sols plutôt que disponibilité de pâturage. Donc, je crois que la logique grande de ce projet, où il y a un centre d'appel qui pourrait répondre aux besoins des pasteurs, pourrait travailler dans des pays subsahariens et des pays côtiers sans problème. Mais le suivi de végétation, comme on fait ici, je crois que de manière technique, je ne suis pas sûr si c'est très bien adapté pour ces zones-là. Donc, Daniel, merci encore pour cette question. Et il y a Franck qui pose encore une nouvelle question. Il dit combien de temps ça prend en fait au centre d'appel pour répondre aux requêtes des éleveurs? Moins de 5 minutes. Normalement, ça se fait en même temps 1 minute ou moins, je crois. Mais c'est très rare qu'un appel dure plus de 5 minutes. Dans le cas que le pasteur, que l'éleveur a besoin des informations spécifiques que le centre ne dispose pas, les agents du centre, ils appellent des autres experts, ils rappellent le pasteur après. Mais normalement, c'est résolu en moins de 5 minutes. Alex, encore mon cher, c'est quoi le coût d'appel pour un pasteur? C'est une bonne question. Je crois, peut-être Gauss, tu connais aussi, mieux que moi, Gauss ou Thomas pourraient intervenir, qui sont présents dans le groupe, mais je crois que c'est 100 francs. Ok, donc c'est supportable. Oui. Et c'est beaucoup moins cher que le coût d'envoyer quelqu'un sur un moto, de regarder une zone de pâturage. Moi, j'ai une question concernant les prix des animaux. Je me dis peut-être que dans ce système, alors maintenant, il n'y a pas que les éleveurs uniquement qui vont l'utiliser, il y a aussi les acheteurs de gros bétail qui l'utilisent sans doute. Est-ce que dans toutes les personnes qui viennent ou qui appellent sur le système, est-ce que vous avez fait une différenciation entre ceux qui viennent uniquement pour avoir une idée du coût ou ceux qui viennent pour leur bétail? Très bonne question. Excellente question. Oui, est-ce qu'il y a une différence entre les éleveurs et les commerçants? Malheureusement, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des commerçants qui appellent, mais je n'ai pas les informations concernant la distinction entre les éleveurs et les grands commerçants. Mais ça sera un point des données très intéressant, je crois. Et je pense que ça sera un point de recherche à aborder. Je pense qu'on a encore quelques minutes pour les questions, donc n'hésitez pas. Allez-y. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour.
C'est Antoine Diédhiou depuis le Sénégal. En fait, j'avais une question à poser et je vous remercie d'avance pour le partage de ces informations très pertinentes. Ma question est la suivante. Je voulais demander, est-ce que à partir de l'application, on pourrait avoir les mesures en fait de biomasse en termes de tonnage au niveau de ces différentes zones de pâture? Oui, donc ici sur la côté gauche, on pourrait voir production de biomasse. Et ici, on a en kilogrammes de matière sèche par hectare. Je suis très content que vous avez demandé ces questions parce que c'est une fonctionnalité que j'ai voulu montrer, j'ai oublié. Donc, merci d'avoir demandé ces questions. Et donc, oui, effectivement. Donc, ici, par exemple, pour la plupart dans cette zone-là, on parle de production de moins de 1000 kg par hectare. Donc, ici, c'est possible à visualiser. D'accord. Donc, j'ai l'impression que on est à la fin de cet atelier. Donc, je vous remercie. L'atelier sera disponible en YouTube, je crois. Donc, je remercie Dara aussi d'avoir organisé ça et Ibrahim Agui aussi. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Comme j'ai dit, vous pouvez me trouver souvent sur Twitter et aussi sur mon site web. Et bon, encore merci beaucoup et très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Alex. Nous aussi, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi et aussi avec toutes ces personnes de la communauté Youth Mappers de différents pays francophones. C'est vraiment un plaisir de voir qu'il y a autant de personnes que ça intéresse et donc n'hésitez pas à venir voir les sites internet et à participer aux différentes activités Youth Mappers dans vos universités. Merci beaucoup à tous.